Peekaboo. I see you. Peekaboo. I see you. Peekaboo. I see you. Non, mange pas le sable, papa il a dit. Non, mange pas le sable. Nana n'a pas les sables. Septembre 2016, dans la région parisienne, Liv fête ses 1 an entourée de sa famille. Elle ne sait pas encore qu'elle se prénomme aussi Sabine. Ce qu'elle ignore aussi, c'est que son prénom est celui de son arrière-grand-mère. Un prénom porté par une jeune fille qui a traversé une des périodes les plus sombres de notre histoire. Quand l'histoire collective rencontre l'histoire individuelle, c'est ce que nous allons vous raconter. 1927. Sabine voit le jour à Strasbourg. Elle est l'aînée d'une fratrie de 3 enfants. La famille mène une vie paisible, sans se douter des prémices du grand bouleversement qui va secouer l'Europe tout entière et dont les conséquences pour la famille seront dramatiques. 3 ans avant sa naissance. En 1924, après l'échec de son coup d'État à Munich, Adolf Hitler rédige en prison un livre regroupant l'ensemble de ses idées politiques. Mein Kampf est la Bible de l'idéologie nazie. Hitler y pose sa haine antisémite, homophobe et tzigane et souligne l'existence d'une race humaine pure, les Aryens. Le livre sera le pilier de son programme politique lors de sa nomination à la tête de l'Allemagne en 1933. En 1935 sont mises en place les lois de Nuremberg qui définissent et excluent les Juifs de la société. Elles donnent un cadre juridique à la persécution des Juifs, des Noirs, des Tziganes en Allemagne. Le Juif n'est dorénavant plus un citoyen allemand. La propagande anti-juive grandit. Ces mesures permettent donc des violences injustifiées. La nuit de cristal a eu lieu dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938. 200 synagogues sont détruites, des milliers de commerces et entreprises juives sont saccagées et près de 30 000 juifs sont déportés. Ce massacre est présenté comme des représailles de la population après l'assassinat d'un secrétaire de l'ambassade allemande à Paris par un jeune juif. L'occupation de la France commence en juin 1940, après la défaite face aux Allemands et se termine en 1944. Dès le 25 juin 1940, la ligne de démarcation coupe la France en 2 grandes zones principales, la zone libre et la zone occupée. Les Allemands, vainqueurs, occupent militairement une grande partie du nord de la France, dont Paris, puis, à partir de novembre 1942, la totalité du territoire français. Le régime de Vichy dura 4 ans, du 10 juillet 1940 au 20 août 1944, pendant l'occupation allemande. Le chef d'État était le maréchal Pétain. Il obtient de l'Assemblée nationale les pleins pouvoirs à l'effet de promulguer une nouvelle constitution de l'État français, mettant ainsi fin à la Troisième République. Il proclame l'instauration d'un ordre nouveau et la mise en œuvre de la Révolution nationale. Sa devise « Travail, famille, patrie » remplace liberté, égalité, fraternité. À partir d'octobre 1940, la collaboration avec l'Allemagne, dont Laval est le premier artisan, est officialisée lors de l'entrevue de Montoire entre Pétain et Hitler. La conférence de Wannsee s'est tenue le 20 janvier 1942 dans une villa de Wannsee, dans la banlieue de Berlin, pour discuter de la mise en œuvre de la solution finale. La solution finale est le nom de code nazi pour la mise en place de la planification de l'extermination physique, systématique et délibérée des Juifs européens. Plusieurs rafles ont lieu en France, mais la plus importante a été la rafle du Veldiv. Elle eut lieu dans la nuit du 16 au 17 juillet 1942. Cette nuit-là, la police française a arrêté 12 884 juifs, à Paris et en banlieue. Les 8000 personnes parquées dans l'enceinte du complexe sportif entre le 16 et le 22 juillet ont eu à faire face au manque d'eau, à des conditions d'hygiène lamentables et à un bruit continuel, avant d'être déportées vers un lieu inconnu.
38 convois à destination d'Auschwitz quittèrent la France entre le 17 juillet et le 11 novembre 1942. Cette rafle est d'ailleurs à l'origine de la décision de partir de la famille de En Saladin. 42, août 42, nous sommes partis en zone non occupée, puisque c'était après les premières rafles. Et on a traversé, là j'ai aucun souvenir du village après en zone libre. Et nous avons atterri dans un petit village en Dordogne, à la Bachellerie. J'avais 14 ans et tu vivais? j'avais 2 frères qui étaient 1 an et 2 ans plus jeunes que moi. Tu as des souvenirs de cette débâcle, c'est-à-dire c'était quand même quelque chose de terrible de partir comme ça sur les routes? Non, nous sommes partis avant l'évacuation générale. On est parti en voiture, on est allé de Sedan jusqu'à Orléans. Orléans, on s'est arrêté 48 heures. Et puis on a entendu dire que la région des Ardennes était évacuée vers les Deux-Sèvres. Alors on a continué, on a retrouvé des amis. Voilà, tu arrives en Dordogne. Alors après, donc en 42, août 42, on a passé la ligne de démarcation et on est arrivé en Dordogne, je crois 3 semaines après. Ça devait être fin août, début septembre, Oui. je me souviens. Alors vous y étiez en tant que juif? Ou Oui, bien, déclaré à la déclaré à la mairie. à la gendarmerie, Oui. comme on était. Et dans ce village, donc c'était à côté de Terrasson, il y avait beaucoup de gens de Strasbourg. Et c'était des gens que mes parents connaissaient, puisqu'on est originaire de Strasbourg. On a appris après, pour une histoire familiale, le chef de la milice est venu dans la région. Et ils sont venus arrêter tous les hommes et les femmes, les juifs, les communistes, les résistants et tous ceux qu'ils pouvaient trouver. Comme il y avait beaucoup de réfugiés d'Alsace, on a arrêté dans ce village, c'était je crois 102 personnes. Oui. Je voudrais te demander, est-ce que cette rafle était prévue? La population avait été ou avisée ou pas Non, avisée? et si je me souviens pas, c'était le 30 mars 44. On a arrêté d'abord tous les hommes. Mes 2 frères, le plus jeune était revenu de la ferme parce que les gens de la ferme ne voulaient pas le garder, ils avaient peur. Et il y avait donc mon frère et moi à la maison, le plus jeune. Et mon père était très malade. Le docteur, on a appelé le docteur du village, le docteur Dox, je me souviens. Et lui, il a dit, parce que les Allemands sont venus, d'abord ce sont les miliciens qui ont frappé à la porte. Et derrière, il y avait 2 soldats allemands en armes. Ils étaient accompagnés de soldats allemands. Voilà. Et on a voulu prendre mon père, mais le docteur avait fait dépêcher quelqu'un qui a dit on ne peut pas le toucher. Donc, on a emmené ma mère et moi et mon frère, et moi, ils m'ont permis de rester auprès de mon père. Entre-temps, quelqu'un a dû dire qu'il y avait un autre garçon. On est allé le chercher dans le garage. Je ne me souviens pas du nom, mais c'était Monsieur Robert, le patron. Mais on espérait qu'il n'allait pas le donner. Bon, finalement, ils ont emmené mon frère. Et il avait quel âge? Et il avait... Charles, il avait 14 ans et Marcel, il avait 13 ans. On avait à peu près 1 an d'écart. Et elle a évoqué ses frères quand on était plus grande, quand... bon, on savait qu'elle avait eu des frères, il y avait des photos, on savait. Ma grand-mère m'en a parlé quelquefois. Oh, tu sais, j'avais 2 garçons, ils sont morts pendant la guerre, voilà. Et c'est vraiment réapparu quand après que ma sœur se soit mariée, qu'elle ait eu des enfants. Et d'autant plus qu'elle a eu un fils en premier.
Et là, ma mère m'a parlé de m'a évoqué ses frères et qu'elle espérait que quand on aurait des enfants, nous, on n'oublierait pas de leur donner leur nom pour que la vie continue, pour que à travers des petits-enfants, ils existent toujours. On a pris donc ma mère, qu'on a emmenée à la mairie, et à 3h de l'après-midi, ça c'était 11h du matin, à 3h de l'après-midi, on est revenu, un soldat allemand avec 2 miliciens sont venus, et ils sont venus me chercher. On a laissé mon père tout seul. Donc j'ai retrouvé ma mère à la mairie. On a eu peur, mais avec le recul, je me suis pas rendu compte. Je me suis pas rendu compte. C'était une étape différente de tout ce qu'on avait déjà fait. Mais avec le recul, je pense que c'était de l'inconscience. Le 5e jour, on nous a emmenés en train à Paris, donc pour Drancy. On est arrivé à Paris à midi. Alors, moi je crois que c'était, je savais pas, on m'a dit après que c'était à la gare, comment Gare de Lyon. Non, c'était pas la gare de Lyon, c'était à la gare Montparnasse. Il était midi. C'est quelque chose qui m'est toujours resté parce que j'en ai beaucoup parlé. Et c'était midi comme maintenant midi à la gare Saint-Lazare. Et on marchait 4 par 4 avec des soldats allemands, un devant avec un chien derrière, et des miliciens qui nous emmenaient pour sortir, descendre du train. Il y avait plein de monde. Personne ne s'est retourné. Mais moi, j'étais avec ma mère et j'ai toujours imaginé que si j'avais pris quelqu'un au bras, si j'avais pas eu ma mère, je me serais peut-être accrochée à quelqu'un, j'aurais dit sortez-moi de là. J'espère, c'est mon seul souvenir qui me fait croire que j'aurais peut-être pu échapper. Mais enfin, ça s'est pas fait. On est arrivé à Drancy et alors on nous a dirigés dans un genre de réfectoire. Après, on a été dirigé dans un grand dortoir où on était beaucoup. Mais si je me souviens bien, j'avais pas l'esprit d'une fille de 15 ans maintenant. Bon, c'est tout, on s'est amusé, on était en bas, on regardait. Vous n'étiez pas maltraité. On n'était pas maltraités, pas du tout. Je me souviens pas. Et on nous a mis dans des wagons à bestiaux. On était... Hommes et femmes ensemble ou femmes... Oui, ensemble. On avait chacun une couverture. Il y avait de la paille dans le wagon. On était, je sais pas, combien de personnes, je sais pas. On était assez serrés et on avait notre petit sac en papier là, avec à manger pour 3 jours. Il y avait de l'eau dans un seau, 2 seaux d'eau. On nous a dit qu'on nous donnerait encore à boire en cours de route. Et puis c'est tout, on est monté gentiment, comme on nous a dit, sans... Je peux même pas me souvenir il y avait de l'affolement, mais je me souviens pas, moi, avoir été affolée. C'est tout. Je pense toujours que c'était de l'inconscience. Mais... Le voyage a duré longtemps? Le voyage a duré 3 jours. La mémoire est d'une part sélective, et je pense surtout que Sabine n'a pas voulu être une victime. Être victime, c'est être bourreau de soi-même. Donc refuser cette position, c'est aussi pour aller de l'avant. Donc si elle est là à se plaindre de son sort, et j'ai vécu ça, etc., elle a sûrement compris que c'était se dévitaliser de quelque chose. Se dire finalement, aujourd'hui, je suis vivante, il y a des choses plus importantes, même s'il y a eu toutes ces douleurs, c'est sûrement une façon d'aller de l'avant. Et de ne pas vouloir se remémorer en permanence, comme dans une névrose traumatique. Bien que dans la névrose traumatique, ils ne veulent pas, mais ça s'impose à eux. Les souvenirs, les cauchemars qui reviennent et qui reviennent, bien que je suis persuadé que ça existait. On voit dans l'œuvre de Wiesel, à travers son œuvre, comment, dans
certains bouquins, le personnage est prisonnier de la chose et revient, et ça lui revient en mémoire, une folle envie de danser si le titre du bouquin est exact, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc on voit tout ça, mais je pense qu'au-delà de ça, c'est une façon de sortir de quelque chose. C'est une forme de négation de quelque chose, et c'est aussi dans l'impossibilité de la parole et le refoulement de quelque chose. Notre mémoire est construite. Il ne faut pas s'imaginer que dans notre mémoire, c'est construit sous la forme d'une réalité. Chaque fois qu'on se souvient d'un événement, c'est ce que la psychologie nous apprend, hein, il est construit de plein d'événements différents. Et reconstruit pour pouvoir aussi être dans l'acceptable, dans le quotidien, et pas plonger et plomber simplement dans le passé, mais pour pouvoir aller de l'avant, quoi. Moi, personnellement, je ne me souviens pas d'avoir eu quelque chose. J'ai essayé de protéger ma mère vis-à-vis des autres personnes, lui faire de la place, qu'elle soit assise, qu'elle soit couverte, qu'elle ait à boire, même si moi je ne buvais pas. Moi, personnellement, je ne sais pas. Je ne peux pas dire comment ça s'est passé. Je ne me souviens pas. Absolument pas. La seule chose qui m'apportait, c'était ma mère. Et puis voilà. Et comment se comportaient les hommes et les femmes dans cet univers? Eh bien, il y en a qui ont dit, ben, on ira travailler, et ben, on travaillera. Et puis d'autres qui disaient, mais vous savez pas ce que c'est, vous allez voir. Il y avait des gens qui étaient de Pologne qui s'étaient souvenus des pogroms et tout ça. Mais c'est tout, c'était des paroles. Mais pas, on n'était pas encore... Et puis il y avait un mot qui circulait, on allait, pas on savait pas où on allait, mais quelqu'un avait lancé, on allait à Pitchepoy. C'était un mot qui courait à Drancy déjà, et on allait à Pitchepoy. Et bon, ben c'était joli. On était beaucoup de jeunes, et beaucoup de jeunes qui ne se rendaient pas compte. On ne se rendait pas compte. Et l'arrivée? L'arrivée? Où? Eh bien, il n'y avait pas encore on est arrivé en dehors de cette fameuse grille Arbeitsmarktfrei. À Auschwitz. À Auschwitz, on est sorti des wagons le soir. Et il y avait des garçons, des hommes en costume rayé avec des bérets qui étaient là quand l'ouverture des portes pour aider à descendre. Il y avait, dans le même wagon, on était Lucie Weil, mon amie, avec sa mère, qui était une femme, qui était une non-juive. Et en arrivant, en descendant, moi, je me suis occupée de ma mère, j'ai pris une couverture, je l'ai mise sur les épaules, et Madame Weil s'est occupée d'une autre personne, vieille personne, et Lucie, elle marchait à côté de moi. Et on a donc entendu ces haut-parleurs qui disaient les personnes fatiguées, il y a des camions, et les personnes qui se sentent valides, vous pouvez marcher à pied, une à gauche et une à droite. Et ma mère, elle a dit, oh non, j'étais 3 jours assise par terre, je marche. J'ai dit, bon, ben tu marches, alors viens, on va. Et Madame Weil a accompagné cette dame. Lucie, elle était restée à côté de moi, et Madame Weil est allée de l'autre côté pour monter avec cette dame, pour la monter dans le camion. Et puis, bon, on est un peu bousculé, puis je me retourne, je ne trouve plus ma mère. Alors j'ai commencé à chercher, elle était quelques personnes derrière moi, et Lucie, elle a dit, oh, ben, ma mère, elle va arriver, elle est montée dans le camion. Et puis, on a été conduits, on a marché, c'était la nuit. Il y a un garçon, un jeune homme dans ces hommes qui aidaient les gens à descendre, qui m'a dit en français, t'as 20 ans, t'as jamais été malade. Alors je me suis retournée pour lui demander pourquoi, et il avait disparu. Bon, je n'avais pas 20 ans, mais enfin bon, il m'a dit de dire ça, je dirai ça. Et finalement, avec ma mère et toutes les autres, on a marché, et il y avait des femmes polonaises qui chantaient comme ça, lancinant, des chants lancinants dans la nuit. C'était terrible.
silencieuse, on est allé. On nous a mis dans une grande baraque. On s'est assis par terre. On nous a pris tous les paquets qu'on avait, les quelques paquets qu'on avait. Et puis on nous a dit, maintenant vous allez relever votre manche gauche parce qu'on va contrôler. Et alors, j'ai eu à ce moment-là toujours cette impression, moi je vais passer devant ma mère pour voir ce qu'on va faire. Ma mère ne voulait pas, j'ai dit moi je vais regarder. Et ça a été toujours le même truc tout au long, j'étais toujours devant, je voulais d'abord voir ce qui se passe. Et c'est là qu'il y a des filles qui nous ont fait passer et on nous a tatoué un numéro. J'ai le numéro 78 791. Alors qu'est-ce que ça t'a fait au moment où tu as tatoué ce numéro? Et ça m'a fait tout bizarre, puis comme ça, ma mère, elle avait le numéro après, le 78 792. Et j'ai dit à la fille, mais qu'est-ce que ça... J'avais jamais vu de ma vie un tatouage, je savais pas ce que c'était. Et elle m'a dit, ça va enfler, mais t'inquiète pas, dans 2 jours, tu te rendras même plus compte de ce que tu as. Mais on était obligé de se rendre compte, parce que chaque fois qu'on... Donc après, on nous a mis dans une autre pièce et on nous a fait nous déshabiller complètement. Et on est passé à pas une douche, c'était une désinfection. Et dans une autre ville, dans une autre pièce, on nous a donné d'autres vêtements. On nous a emmenés dans un bloc qui s'appelait le bloc 9, qui était un bloc où venaient les arrivées. On était en quarantaine, on devait rester là 1 mois. Bon, c'est tout. Ma mère, je reviens toujours à ma mère parce que finalement... Là, je pense que c'est quelque chose de l'ordre de la résilience. C'est-à-dire que sa mère a dû lui transmettre tellement de choses, et tellement de choses, de racines qui lui permettaient d'être bien construite, que c'est à ça qu'elle s'attachait pour pouvoir aller de l'avant. Dans la résilience, il faut forcément que dans la construction antérieure, il y ait quelque chose. Et c'est sûrement à ça qu'elle se rattachait. Finalement, ma mère, elle avait une bonne étoile et toutes les bonnes choses lui arrivaient à elle. La résilience, c'est un terme qui a été mis très en avant, entre autres par Boris Cyrulnik dans les années 90, si ma mémoire est bonne, mais qui date du XXe siècle, quoi. Et même avant, en matière de physique. La résilience, c'est au niveau des métaux, c'est la capacité par exemple d'une barre de fer à retrouver sa forme. C'est comme une histoire de ressort quelque part. Ce qu'on a constaté, il y a eu plein d'études qui ont été faites, entre autres aux États-Unis, etc. Sur la résilience, il y a toujours besoin de quelqu'un qui accompagne. Il y a eu des enfants dans des orphelinats en Roumanie, si ma mémoire est bonne, qui étaient quasiment autistes, à se balancer, à ne pas vouloir manger. Et des femmes sont venues, ont dit on va prendre ces enfants, on va s'en occuper, on va les materner, leur donner à manger, leur parler. Et on s'est aperçu que plein d'enfants, un pourcentage non négligeable, est sorti de cet autisme, ou de cet aspect d'autisme, disons. Et puis on commençait à verbaliser. Pour qu'il y ait résilience, il faut forcément que dans l'histoire précédente, et dans la petite enfance, il y ait eu aussi quelque chose qui soit transmis et qui fait qu'on est porteur de quelque chose. Il y a à la fois des phénomènes physiques, psychiques et aussi biologiques que je ne connais pas très bien. Voilà un exemple de résilience. Elie Wiesel, il voit son père mourir à 14 ans, il est dans les camps, il participe à la marche de la mort. Et il finit par être prix Nobel de la paix pour la réconciliation des peuples, pour le pardon du peuple allemand. Ça, c'est un exemple de résilience. Il fallait vraiment tricher un peu partout. Et on parlait les unes avec les autres. Qu'est-ce que tu as fait hier? Où est-ce que c'était mieux? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose à manger? Parce que c'était pas la louche de flotte qu'on recevait qui donnait assez, ou une pomme de terre. Et un petit carré de margarine, c'était pas grand chose. Mais j'ai pas l'impression que j'ai eu très faim. Il n'y avait pas de sévices à cette époque. Non, pas là où nous on était.
Et vous aviez... 48, j'ai oublié de dire une chose. On est arrivé, on a senti des odeurs de fumée la nuit, mais on ne savait pas ce que c'était. Je reviens parce qu'il y a une chose qui était très frappante. Il y avait des filles qu'on avait vues à Drancy, tout ça, qui étaient chaussées comme ci ou comme ça. Il y avait une fille qui avait une paire de chaussures formidables, blanches et bleu marine. Ça, j'avais jamais vu, et on était deux, trois, on ne l'avait jamais vu. Et cette fille-là, elle était allée sur un camion pour aider une personne plus âgée. Donc 2 jours après, on était déjà dans notre bloc, on sortait pour aller à l'appel, et il y a une qui contrôlait une fille, c'était une Stubenditz, enfin une aide ménagère, ou je ne sais pas ce qu'elle était, et elle portait les mêmes chaussures que cette fille. Alors on lui a dit, où est-ce que tu as trouvé? Parce que moi je connais une fille, elle portait les mêmes chaussures, il y a 2 jours elle était avec nous. Et la fille elle dit, t'as pas encore compris, alors regarde. Et c'est là qu'on nous a montré les cheminées des crématoires, il y avait de la fumée, encore un peu de flamme, là elle est, mais on n'a encore pas réalisé. Jusqu'à ce qu'il y en a une qui est venue qui a dit, moi ça fait déjà 3 ans que je suis là. Alors si vous voulez, il ne faut pas perdre espoir, il faut que le lendemain existe. Et vous faites n'importe quoi pour survivre. Il faut être propre. Essayez d'être propre. Bon, alors, ma mère, elle commençait à pas manger. Pas du tout, absolument rien. Alors je me suis débrouillée. J'ai demandé à droite un rutabaga, une rave jaune, je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin, je me suis débrouillée pour aller dans des bons commandos. J'ai une fois... Et ma mère a sympathisé avec la bloc LTST du bloc 9. Et elle savait très bien tricoter. Et à l'époque, on ne savait pas encore d'où venaient les choses de l'extérieur. Donc elle lui a apporté de la laine et elle a dit, tu t'arranges. Moi, je te dirai quand tu dois sortir, mais tu restes sur la koya. Moi, je m'arrange avec toi. Donc, j'étais déjà tranquille. Ma mère, elle n'avait pas besoin d'aller. Il pleuvait beaucoup, il y avait beaucoup de boue. Quand on partait travailler hors des grilles, comme vous avez entendu, devant l'orchestre. Il y avait toujours l'orchestre. Ah ben oui, il y a eu l'orchestre jusque les derniers jours. Il y a eu je ne sais pas quand, 15 jours après, on nous a réunis dans une salle et on nous a demandé qu'est-ce qu'on savait faire de spécial. Plus ou moins, il y en a une qui savait taper à la machine, d'autres qui savaient faire un tas de choses. Moi, coudre, c'était pas tellement important. Bon, alors, il y en a 2, 3 qui ont eu des travaux à faire à l'intérieur, chez les autorités. Quand elles revenaient le soir, il y en avait toujours une qui avait apporté un petit morceau de pain ou apporté un petit quelque chose qu'elle donnait chaque jour à quelqu'un d'autre. Bon. Et puis, la chance voulait que ma mère soit toujours bien avec tout le monde. Et on est à un appel au mois de mai. Et on entend, on va créer un nouveau camp. Un nouveau camp. Alors il y a la bloc LTC qui vient près de ma mère. Elle lui dit, tu veux aller, c'est beaucoup plus facile comme travail. On peut se laver, on est propre, il y a des vêtements à se changer. Ma mère a dit oui, mais j'ai ma fille et j'ai encore 3 filles avec. La fille de Forbach dont j'ai oublié le nom, c'est Rose Königsberg. Cette jeune fille dont la mère est montée dans le camion? Non, 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 ça c'est Lucy Veil. Mais il y a là où on allait se laver, j'ai rencontré une fille qui pleurait et qui parlait français, qui était déjà malade, mais bien elle pleurait, elle venait d'apprendre que sa mère, elle avait retrouvé sa mère et sa sœur, mais qu'elle venait de mourir au Révire. Et cette fille, c'est une fille qui est originaire de Forbach. Et elle s'appelait Rose Königsberg. On s'est arrangé pour changer, pour qu'elle reste avec nous.
Et elle était un petit peu sous la protection de ma mère. Donc on a accepté d'aller changer de camp, parce qu'ils créaient, tous les 8 jours, il y avait un autre Kartoffelbunker de travail, où aller faire des tranchées, où aller charrier. J'ai aussi transporté des pierres un jour et les ramener au même endroit. Mais on essayait de changer pour trouver un autre travail, pour pas être toujours devant les mêmes personnes, les mêmes surveillants. Et c'est là, c'était vraiment la chance de notre vie. C'est là que s'est créé ce qu'on a appelé le Canada. Alors, ma mère, donc... C'était quoi le Canada? Le Canada, c'était un petit camp qu'ils ont ouvert avant l'arrivée des Hongrois, des Juifs de Hongrie, où on amenait toutes les valises, tout ce qu'il y avait que les gens apportaient. Ça s'appelait un Stapelkommando, c'est-à-dire de ces valises on ouvrait, on sortait tout, et on faisait des piles de vêtements que les Allemands venaient chercher et qu'ils emmenaient en Allemagne pour leur personne, parce que dans les valises, les gens emmenaient les meilleures choses. Et c'est là que nous avons atterri dans un camp où vraiment c'était la chance. Une fois que j'ai compris comment fonctionnait ce camp, où on travaillait 24 heures sur 24, on travaillait 12 heures de jour et on était de repos la nuit, ou on travaillait 12 heures de nuit et on était de repos le jour. Mais entre les deux, eh bien, on pouvait se faufiler, aller voir où il y avait les valises, ouvrir et se prendre. On pouvait se changer et on pouvait avoir à manger un peu plus. Comment j'ai eu les cheveux rasés, on est venu me demander si je ne voulais pas faire partie d'un commando qui allait emmener du matériel dans le camp des hommes, Birkenau hommes. Alors j'ai dit oui, parce que comme je parlais relativement bien l'allemand, je parlais déjà un petit peu le polonais, alors bon, j'ai dit d'accord. J'ai remplacé une fille qui s'appelait Sabine, mais en polonais c'était Sabina. Alors je suis allée avec ce qu'on appelait à l'époque le Scheißkommando, c'est-à-dire la voiture à cheval qui ramassait toutes les tinettes. Alors je suis allée avec. On m'a dit, tu pourras faire des échanges. Puisque là où on était, on pouvait trouver des chaussettes et des chaussures ou des gants. Alors tu prends un jour quelque chose, tu caches. Et puis quand tu pourras sortir, tu auras du pain pour ça. Alors j'ai fait comme on m'a dit. Et je suis partie avec ce monsieur Stein, qui était le chef du commando là. Et on était 6 filles. Et puis quand on est revenu, effectivement, j'ai échangé 2 paires de chaussettes pour une ration de saucisson et une ration de pain. Et quand, à la fouille pour revenir, mon nom il était inscrit parce qu'on a découvert sur une autre fille et sur un homme une lettre avec un plan d'évasion. Il y avait des tentatives d'évasion quand même. Et c'était signé Sabina. Donc toutes les filles qui s'appelaient Sabine ou Sabina dans le camp, elles ont été prises et on est resté là, on m'a rasé les cheveux à genoux avec des briques pendant 3 jours et 2 nuits. À genoux, sans bouger, sans manger, sans rien. Alors, ma mère a pleuré et moi j'ai dit, les cheveux ça repousse. Alors c'est intéressant parce que elle dit, je n'étais pas consciente. Avec le recul, je pense que c'était de l'inconscience. Dans un présent, elle parle d'un passé. Mais c'est au présent où elle dit ça. Elle dit ça d'un autre temps, donc avec une reconstruction de quelque chose. Est-ce que sur le moment même, elle aurait pu dire « je ne suis pas consciente » ? Probablement pas. Oui, il y a une volonté, et puis je crois que quand on est pris dans une telle horreur, on prend ça en pleine tête, quand on sort, quand on est dans les wagons à bestiaux, qu'on sort, les chiens, je ne connais pas, mais j'ai vu des images, les chiens qui aboient, les hurlements, les sélections, les coups, la dénutrition.
Comment être conscient de quelque chose? Je crois qu'on est là un peu comme un zombie, je pense. Hein, qu'une façon d'être, c'est d'avancer, de vivre, d'essayer d'être inscrit dans un quotidien, à un moment, à un instant T. Et puis, malgré tout, de se projeter sur un futur. Si c'est nos futurs, on ne peut pas vivre. Je crois que ce qui pouvait aussi permettre de tenir, c'est d'essayer de sortir de cet enfermement en se projetant. Alors à ce moment-là, j'évite d'être conscient de l'instant. Il y a des gens qui ont témoigné comme ça, qui ont été pris en otage. Des journalistes qui ont été pris en otage, attachés à un radiateur, ils témoignaient que leur façon de truc, c'était presque d'être obsessionnel, de repenser à des choses pour ne pas être conscient de ce qu'ils étaient en train de vivre. C'est probablement une façon de tenir et on ne peut pas être conscient. Je ne crois pas qu'on peut être conscient à ce moment-là. On vit, on souffre et on essaye de se carapassonner, probablement, mais en étant dans une ouverture pour un plus tard. Donc si je suis dans un plus tard, ça me fait éviter d'être dans un maintenant. Il fallait sauver sa peau, même si on disait que demain ça sera la même chose qu'aujourd'hui. Non, moi j'ai toujours pensé que demain ça sera un autre jour. Bon. Et puis, tout doucement, on a passé, et est arrivé le mois de janvier 45, où on est parti. Cette fameuse marche. Alors moi j'ai cru que c'était le 15 janvier, 17 janvier. Ce qu'on appelle la marche, la longue marche. 3 jours et 3 nuits dans la neige, où on a marché jusque Cracovie, je crois. Où vraiment, là j'ai traîné ma mère parce que ma mère elle pouvait plus. Et on était à deux, Lucie et moi, et on l'avait enveloppée dans une couverture et on a marché, on la laissait pas, fallait pas s'arrêter, parce que au moment où on s'arrêtait, on était fusillés, parce que les officiers allemands les soldats allemands, eux aussi ils en avaient marre déjà, alors ils voulaient pas traîner, ils avaient peur, les Russes arrivaient, enfin c'est ce qu'on a entendu, et on a marché comme ça, 3 jours et 3 nuits. Il y a beaucoup de personnes qui tombent. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées. Elle était fusillée. Ah oui, on les laissait pas. Quand on tombait, on gelait sur place, il faisait tellement froid. Et puis voilà. Et alors, à Cracovie, je crois que c'était, nous a mis dans des trains, sur des wagons à charbon, là, qui n'étaient pas couverts. Alors, il y avait de la neige, on avait tellement soif et on a ramassé la neige, on a mangé ça. Après, on est arrivé jusqu'à Bergen-Belsen. Là, on nous a descendu, il n'y avait pas de place. Alors, on allait d'une baraque à l'autre où on ne nous laissait pas rentrer. Alors, on s'est mis à côté du portail et on a attendu qu'on forme un autre convoi pour aller ailleurs. On est allé à Ravensbrück. On est arrivé à Ravensbrück. Ça devait être, je sais pas, fin janvier, début février. Et là aussi, c'était surchargé. Alors, on était sur aucune liste. Il n'y avait pas d'inscription. Alors, si une baraque, elle avait 100 Häftlinge, 100 prisonnières, eh ben, on poussait un peu pour essayer d'avoir quelque chose à manger. Mais on dormait assis par terre autour des baraques. Alors ma mère a dit c'est pas possible, on peut pas. Et la Georgette et Jeannette Banchen, elles ont eu les jambes gelées, les doigts de pied gelés. Alors elles pouvaient plus marcher, elles sont allées au Revire, à l'hôpital. Et on n'a plus de nouvelles. Pendant le transfert de Ravensbrück à Neustadt, on a marché dans une ville. Je ne sais pas si c'était avant, en sortant de Ravensbrück ou avant d'arriver à Neustadt, mais je sais qu'on a traversé une ville. Et on marchait à pied, et il y avait du monde, une ville. C'est pour ça quand je pense qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne savaient pas, c'est pas possible, parce qu'on a travaillé parmi les gens dans les commandos, aussi bien à Auschwitz-Birkenau que Bergen-Belsen, que partout ailleurs. Et il y avait plein de jeunes garçons
ce qu'on a appelé la Hitlerjugend, et qui étaient là avec des bâtons. Ça, c'était donc février, début mars. Oui, mars. Puisqu'on était au moins 2 mois et demi à Neustadt. Et quand ces gens disent qu'ils ne savaient pas, c'est pas possible. Et puis le 2 mai, on a été libérés. 45. Et on est revenu en France que... Vous avez été libéré donc par qui? Par les Russes. Par les Russes. Oui. Et il y a un charmant jeune officier juif russe qui m'a dit: qu'est-ce que tu veux retourner là-bas? Tu n'as pas besoin d'aller en Europe, c'est bien chez nous. J'ai dit: écoute, d'abord je vais aller voir ma famille, je vais essayer. Et on a attendu 12 jours jusqu'à ce que les Russes nous ont échangé contre des prisonniers russes qui sont venus. Alors on est passé donc des Russes. Ce sont les Anglais qui nous ont pris en charge. Après les Anglais, ce sont les Américains. Et après, c'est les Belges. Alors on est arrivé en Belgique, on est arrivé par Lille le 28 mai. Mais tout ça, c'est survolé parce qu'une journée, ça pourrait faire un bouquin. Alors, je ne peux pas parler à la place de Sabine. Et je pense que chacun a ses propres raisons pour expliquer ce silence. On constate quand même que il y a quelque chose de commun chez la plupart des gens qui ont vécu ce traumatisme. Elie Wiesel a mis 10 ans avant de pouvoir écrire La Nuit. Et d'ailleurs, a priori, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est son seul vrai roman sur toute la Shoah. Tous les autres romans sont bien sûr très inspirés de ce qu'il a vécu, mais raconter ces événements-là, il a mis 10 ans et c'est son seul vrai roman à ma connaissance. Comment parler, je crois que la vraie question, c'est comment parler de l'indicible. L'inimaginable est-il imaginable? Je me souviens du Rav Sitruk qui racontait cette anecdote qui disait: imaginons un martien qui vient sur Terre. Sur Mars, le vol n'existe pas. Il assiste à quelqu'un qui vient, qui court, qui arrache un sac. Il ne va pas pouvoir crier au voleur. Il ne sait pas ce que c'est. Cet épisode dépasse tellement l'entendement. Comment en parler? On voit à travers des témoignages, à travers des films, à travers des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on va être cru? J'ai vu des patients qui se disaient: mais si je dis quelque chose, d'abord, est-ce que je vais être cru? Comment je vais pouvoir être au plus près d'honorer la vérité? Parce qu'il y a aussi cette question, à mon avis, qui est fondamentale. Honorer la mémoire de ceux qui sont restés. Donc, si je vais pas dire, si je peux pas dire comme les choses étaient, parce que c'est même pas imaginable, pour les gens qui n'ont pas vécu ça, c'est sidérant. Donc, est-ce que je vais dire des choses qui risquent de déformer la mémoire et l'honneur des gens qui ont vécu ça? Je pense que c'est un des éléments de réponse. Le deuxième élément de réponse, qui est aussi la notion de ce qu'on appelle du refoulement. Continuer à vivre, alors vous aurez peut-être des questions là-dessus, mais continuer à vivre après ça, c'est à la fois la nécessité de pouvoir en mettre des mots, mais si les mots sont là en permanence, et ça tourne en permanence, donc on est un peu obligé de mettre ça un peu en arrière pour réapprendre à vivre, pour essayer d'aller de l'avant, pour plein de choses, quoi, pour continuer, même entre autres la mémoire. J'ai l'impression que j'ai toujours vécu avec cette histoire-là autour de moi. Ah, je devais être très jeune, peut-être 5-6 ans. J'ai demandé à ma maman c'est quoi son numéro et pourquoi ma grand-mère avait un numéro. Donc, elle a dû me raconter. Je ne me souviens pas qu'elle m'ait expliqué. J'ai l'impression que j'ai toujours vécu avec ça, avec cette histoire-là. Et donc, elle a perdu ses frères, qu'il y a eu la guerre, parce qu'elles étaient juives, elles ont été emmenées, elles ont vécu des moments difficiles et qu'on leur avait donné un numéro parce qu'on ne voulait plus les appeler par leur nom.
crois que c'est ça qui m'est... Ma mère l'a dit, hein, on n'en a jamais vraiment parlé officiellement comme étant viens maintenant c'est Shoah time. C'était pas le style. C'était pas le style parce que mon père est quelqu'un qui se refuse de vivre dans le passé et donc on parle rarement du passé. Et ma mère, qu'elle l'admette ou qu'elle ne l'admette pas, elle n'a jamais voulu parler de la Shoah parce qu'un grand, je pense, conflit intérieur entre elle-même et elle-même et Dieu, elle-même et sa maman. Donc elle n'a jamais parlé de la Shoah. Donc c'était une éducation de la Shoah qui passe sans les mots. Parce qu'elle était là, on ne savait peut-être pas forcément nous que ça parlait de ça, mais encore une fois, avec le recul et a posteriori, moi je prends conscience que plein de choses qui ont été transmises dans la maison, et les valeurs et les discussions, en fait, étaient très animées de cela, même si on ne le disait pas. Aujourd'hui, je me rends compte que, par exemple, c'était tellement... Par contre, tous les jours, je pouvais entendre des... Nous, on ne sort pas avec les non-juifs. Nous, on ne va pas avec les non-juifs. Nous, on est comme ça et on ne va pas avec les non-juifs. Et je pense que, peut-être par inconscient, c'était leur façon, plus ma mère que mon père, mais c'était sa façon de nous dire, après la Shoah, nous, on ne va pas avec les non-juifs, on reste entre nous. Et ça, je me rappelle vraiment que c'était quelque chose de... Si elle aurait pu me le coller comme ça sur la tête, elle l'aurait fait. C'était vraiment quelque chose qui revenait. Mais une discussion sur la Shoah, je me rappelle pas vraiment que c'était un sujet dont on parlait. C'était pas tabou, mais moi, en tout cas, quand j'étais à la maison, c'était pas... Le refoulement est un mécanisme psychique. On refoule tous différentes choses à différents moments de notre vie. Ensuite, comment il est refoulé, qu'est-ce qui va advenir pour chacun? Probablement que plus on est dans le refoulement, j'avais vu un exemple très bon, c'est l'exemple que je donne souvent aux gens par rapport au refoulement, c'est comme si on prend un verre, on le tient à moitié vide, ou à moitié plein, on le tient à bout de bras. Un verre en plastique qui pèse pas lourd, c'est pas compliqué de le tenir à bout de bras. Combien de temps? Un moment ou un autre, il va tomber. Ou alors une autre image, on prend un petit ballon qu'on gonfle, qui n'est pas très important, et on essaye de le maintenir sous l'eau comme ça. Combien de temps on va réussir à le maintenir? Qu'un laps de temps, suivant l'importance, bien sûr. Mais à un moment ou un autre, le ballon il va ressortir, le verre il va tomber, et il y a ce qu'on appelle le retour du refoulé. Alors, suivant certaines choses, ça peut être une dépression, ça peut être des maladies psychosomatiques, ça peut être des troubles du comportement, ça peut être de la violence, de l'alcoolisme... Si tout n'est que refoulé, à un moment ou un autre, forcément, ça ressortira d'une façon ou d'une autre, à travers un autre épisode, à travers un autre événement de vie. Et si on refoule tout ce qu'on est et tout ce qu'on a vécu, c'est pas possible. La coupe est trop pleine, ça ressort d'une façon ou d'une autre. Et c'est la parole qui peut permettre, ou l'engagement, qui est une autre forme de parole, le militantisme, ou dans la vie sociale, dans l'éducation des enfants, dans les croyances religieuses, dans le sport, qui va permettre d'échapper un peu à ça. Ça a eu une incidence sur moi personnellement, psychologiquement. Je pense que la vie était difficile pour ma maman tant qu'elle avait sa maman. Donc, même si je ne savais pas trop pourquoi, je savais qu'il y avait des choses difficiles. Même si elle m'avait dit, voilà, elles ont souffert pendant la guerre, c'était pas toujours verbalisé. Mais, donc, alors, je peux pas dire que je me suis sentie coupable. Je sais que ma mère, elle, se sentait coupable d'être une rescapée par rapport aux gens qui n'étaient pas revenus. Que ce soit ses amis, les gens à Sedan qu'elle avait connus étant jeune et qui sont parvenus, ses frères. Bien que ses frères, elle ne les mettait pas dans la même chose, parce qu'ils n'ont pas eu le choix, ils ont été pris, ils ont été fusillés, en 2 heures c'était expédié. C'est pas comme les gens qui ont vécu vraiment, qui ont été déportés, qui ont vécu, qui sont morts. Alors qu'elle s'en est ressortie. Donc je pense que j'ai absorbé sa culpabilité.
Il n'y avait pas vraiment à qui parler, si tu veux, dans la mesure où je le dis, avec mon père, on aurait pu parler de la Shoah, avec une discussion ouverte et sur les faits, sur comment et qui que quoi. Mais il aurait fallu que ça vienne de nous parce que lui c'est on regarde devant, on regarde pas derrière. Et ma mère vit encore aujourd'hui la Shoah comme une plaie ouverte. Et donc ça sert à rien de parler avec quelqu'un qui a mal. C'est pas le moment. Quelqu'un qui a mal, tu lui mets un pansement. Après, on discute. Mais là, on n'a pas trouvé le pansement encore. Donc, Bah si, peut-être que ce voyage, peut-être que ce voyage, ça a été le ce pansement. voyage, c'est On a plus pas- que le pansement. C'est pas le pansement, c'est... On a mis la crème. Ouais, voilà. Je ne me sens pas encore, comment dire, soulagée. Je pense qu'il va y avoir un travail à faire encore, du temps, un travail. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas dire que je sois contente d'être venue. Je trouve tout à fait normal que je sois venue, vu le travail qui a été engagé. Mais par contre, je l'ai fait, je ne le referai plus. Grandir avec une grand-mère avec un numéro sur le bras, ça va influencer. Même si à l'âge où j'étais le petit-fils, je ne me suis pas posé la question plus que ça. Mais après, quand tu fais le regroupement de toutes les informations, c'est sûr que ça joue énormément. Et voilà, et ça replace également l'histoire de ma grand-mère dans la plus grande histoire du peuple juif. Donc, est-ce que tu penses que pour toi c'était un besoin justement de faire ce genre de... Alors j'en ai parlé d'Afrique justement avec mes parents. Je suis aussi guide en Israël et je ne fais pas la différence. Pour moi, c'est le même besoin et c'est la même volonté de guider en Israël sur les traces du peuple juif il y a 3000 ans, il y a 50 ans, et sur les traces du peuple juif en Pologne. Pour moi, c'est le même idéal, un idéal de transmission. Je ne suis pas un guide du passé, mais c'est apprendre pour transmettre. Donc, en Pologne, comme à Jérusalem, c'est la même transmission. C'est un peu, je pense, tout le principe de ce que vous avez fait. Essayer d'accompagner la parole, d'accompagner le souvenir, d'accompagner tout le monde, enfin tous les enfants, notre devoir de mémoire. Pour libérer la parole, mais la libérer dans une parole constructrice, dans une parole qui va nous permettre d'abord de se dire plus jamais ça, d'avoir une vigilance, c'est le sens de l'histoire, c'est le danger du négationnisme. À la limite, on pourrait se dire on s'en fout de ce qui s'est passé. On s'en fout pas parce que si on ne tient pas compte du passé, ça va se reproduire. Donc voilà, on essaie de libérer la parole à travers ces voyages, à travers des témoignages, à travers le fait d'être dans une humanité qui va nous construire et pas qui va nous détruire.